Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réponse aux questions que vous m'avez posées sur Instagram dans ma petite boîte à questions après le match, le magnifique match contre Retafe. Donc c'est parti, on y va. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Donc vous commencez à me connaître un petit peu, pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne. Je vais répondre à un certain nombre de questions que vous m'avez posées. Je vais essayer de prendre un maximum de questions. Là, vous en avez posé une petite cinquantaine, donc je pense que je pourrais pas tout prendre, évidemment, comme d'habitude. Je vais essayer de faire vite, je vais essayer de prendre un maximum de questions, et puis voilà, on va essayer de rester dans la bonne humeur. Première question de Bonagodsbeats qui dit « Fin de saison en total roue libre ou ressaisie contre l'Atlético ?» C'est peut-être un match à double tranchant, on va dire, même si on a toujours pas mal d'avance. L'avantage, c'est qu'on est à domicile quand même, mais bon, on est dans une forme loin d'être olympique, alors que l'Atlético Madrid, eux... voilà, eux ils sont en train d'enchaîner, ils sont en train en plus de marquer des gros scores, on va dire, de mettre des gros scores, de marquer pas mal de buts. Ils reviennent plutôt en forme. L'Atlético, ils sont pas loin de revenir sur le Real Madrid, donc ils auront envie d'aller chercher potentiellement la deuxième place, même peut-être, ils se disent qu'ils peuvent aller chercher même le championnat, j'en sais rien, mais en tout cas ils vont essayer forcément de venir nous mettre la misère à domicile, et nous, voilà, on est dans une forme catastrophique. Cataclysmique, franchement, en ce moment. Donc il n'y a pas uniquement la forme des joueurs, c'est un tout. Je sais pas si c'est une fatigue mentale, si les joueurs ils sont à bout, mais on sent que ça va pas. On sent qu'il y a rien. On dirait qu'il n'y a pas d'envie. On dirait que les joueurs sont fatigués. Donc j'arrive pas trop à comprendre un peu la mentalité des joueurs en ce moment. Et voilà, en plus de ça, on a Xavi qui en manque clairement de solutions. Il n'a pas de plan B, on dirait. Ça se voit depuis qu'il nous manque les absents qui nous manquent, c'est-à-dire Dembélé, c'est-à-dire Pedri, et Frenkie de Jong. C'était une scène dans une moindre mesure, mais bon, surtout au milieu de terrain, on a un manque de créativité au milieu, on a un manque de vitesse aussi dans le jeu. D'ailleurs, vite fait, j'ai vu une stat tout à l'heure sur Twitter d'un gars qui fait des stats, des analyses, des trucs comme ça, et je trouvais ça intéressant de vous le partager. Donc, nos milieux créateurs, nos milieux intérieurs, notre équipe en général a été assez lente hier. Et je l'ai dit, il paraissait mou, il paraissait lent avec le ballon, tout ça, et ça se vérifie avec cette stat. Normalement, dans la moyenne cette saison, on a fait 9,13 passes par minute. C'est notre moyenne cette saison. Et là, contre Retafe, on a fait 6,58 passes par minute, donc ce qui est quand même 3 passes de moins quasiment par minute. C'est la preuve que le milieu, l'équipe en général a été assez lente avec le ballon, a été assez lente. Sans le ballon, déjà, les joueurs paraissaient assez fatigués. On aurait dit qu'on n'arrivait pas à faire un pressing intéressant. On l'a vu cette saison, ça a été loué par beaucoup de monde, en plus beaucoup de nos adversaires. Le Barça est une équipe qui presse hyper bien, qui fait un contre-pressing et un pressing assez intense et très intéressant et très efficace. C'est ce qu'on a vu en début de saison, on a vu une belle équipe dans ce domaine-là. Et là, on les sent un peu fatigués. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça ou pas? Est-ce que c'est parce qu'on est fatigué? J'en sais rien, mais bon, sans le ballon, on n'était pas hyper efficace. Mais avec le ballon, on était très lent aussi. On était très lent à se faire des passes. Donc, quand tu veux percer un bloc comme ça, aussi compact, aussi bas, hein, ils jouaient en 5-4-1, les types, quand tu veux percer ça, quand tu veux créer des brèches là-dedans, il faut que ça aille un peu vite au milieu de terrain. Forcément, si ça va lentement, ce n'est pas bon. Pour revenir à la question, la fin de saison en roue libre, où est-ce qu'on va se ressaisir contre l'Atlético, c'est peut-être un match à double tranchant, comme j'ai dit. Compliqué de se prononcer maintenant, mais c'est sûr là, comme ça, à l'heure actuelle, on n'est pas vraiment favori. Après, il y a le retour de Pedri et Frenkie, normalement, pour ce match-là. Il devrait être de retour pour ce match. Dembélé, pas encore, évidemment. Ensuite, question de le SNFK qui dit « Salut Café, Gavi et Busquets doivent libérer le milieu, il est temps de tenter autre chose. » T'as oublié Kessie aussi. Non, je plaisante, mais on va continuer à plaisanter dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Ouais, après, on sent que Gavi, il est fatigué, on sent qu'il enchaîne trop. Busquets, est-ce que c'est le cas aussi? Sûrement, même si j'avais pas autant l'impression. Gavi, il a joué quand même beaucoup de matchs cette saison, il a beaucoup enchaîné avec la blessure de Pedri, en plus de ça. Voilà, on a la blessure de Frenkie, tout ça, dans tous les cas on n'a pas trop de solutions. Gavi, il a été utilisé au milieu, il a été utilisé en faux ailier, tout ça, donc il a joué beaucoup de matchs, Gavi, ça c'est clair, et on sent peut-être qui commence à fatiguer, c'est assez logique. Après, le problème c'est toujours le même. Moi à chaque fois que j'ai dit ça, on me dit ouais non mais t'en sais rien, mes frères, moi je regarde les matchs je regarde les matchs de la B, et quand je vous dis que Pablo Torre ne peut pas jouer même pas 60 minutes,
c'est le cas, c'est ce qu'on a vu en fait, c'est pas de l'imagination. C'est ça le truc, c'est ça le problème qu'on a aussi. Après, il aurait fallu le faire jouer avant, ça je suis d'accord avec tout ça, mais à l'instant T en tout cas, vous allez me dire d'un coup, il faut mettre Pablo Torre titulaire. Pablo Torre, en 45 minutes déjà, avec le Barça B en 3ème division, il était éclatax, il était complètement cramé, le type. Donc si en première division comme ça, tu vas le mettre 60 minutes, parce que tu vas pas le changer au bout de 30 minutes pour mettre un autre gars, tu vois. Donc le problème avec Pablo Torre, c'est qu'il a pas la condition physique aussi pour être titulaire en soi. Est-ce que c'est la faute de Xavi parce qu'il a pas fait assez jouer? C'est probable, c'est peut-être que oui, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le cas, je pense. Donc il faut qu'il rentre plutôt en fin de match, tu vois. Par contre, il faut qu'il rentre plutôt en fin de match aussi, tu vois, apporter des solutions un peu différentes dans l'entrejeu. Même Garrido, même le jeune Garrido là, qui est convoqué aussi, à la limite. Parce qu'au moins ces mecs-là, ils savent jouer au ballon, quoi. C'est là, nos milieux de terrain, c'est assez triste. Hein. Ensuite, on a Sheriff qui dit « Pourquoi tu défends toujours Xavi? Tu remets toujours le tort sur les joueurs, pourtant c'est au coach. » Bon, t'as pas fini ta question, mais... Alors, pourquoi je défends tout le temps Xavi? Là, on va s'amuser un petit peu. Non, déjà, dans le débrief d'hier, j'ai critiqué Xavi, je suis tombé sur Xavi en disant qu'il avait pas de solution, de plan B, en fait. Il avait un plan A, on va dire, et une fois que son plan A, il ne marche pas, il n'a pas de plan B. Voilà, donc c'est dommage, tu me poses cette question-là, tu vois, mauvais timing frérot, je pense. Après, pourquoi je défends Xavi? Parce que moi je crois en Xavi, tout simplement. Je ne suis pas comme beaucoup dans la communauté qui, au moindre problème, vont tomber sur tout le monde. Ça, voilà, on essaie de réfléchir un petit peu, d'avoir un peu de réflexion, de se dire pourquoi ça ne marche pas, tu vois, pourquoi machin. Donc voilà, après on me dit, tu défends un tel, tu défends un tel. On m'avait dit, tu défends trop Ferran Torres. Bah ouais, le problème c'est que moi, Ferran Torres, il est joueur dans mon équipe, tu vois, donc de base, je vais le défendre et je vais essayer de trouver des arguments, des trucs pour le défendre aussi, tu vois. Parce que, mine de rien, quand t'es supporter d'un club, tu supportes aussi les joueurs de ton équipe. Donc tu vois, tu te dis, supporte. T'as compris le délire. Donc pourquoi tu défends ton club, pourquoi tu défends tes joueurs? Parce que bah, c'est mon club et c'est mes joueurs, frérot. Donc déjà de base, il y a ce petit truc-là. Ça se fait en plusieurs étapes. Hein. Ça, c'est le commencement, le début. Après, quand les choses vont pas, tu vas trouver des arguments. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent Xavi est nul. C'est pas le bon coach pour le Barça. Mais ça, c'est pas un argument. Il est nul. Tu vois, c'est pas un argument. Ça, c'est quand t'as plus d'arguments. Ou quand, voilà, il y en a qui le disent. Il y en a, ce joueur-là, il doit pas jouer. Il est nul. Mais sors tes arguments, frère. Parce que, à part, si c'est pour dire il est nul, ce n'est pas un argument intelligent. Ce n'est pas un argument tout court, d'ailleurs. Dis-moi pourquoi tu le trouves nul. Pourquoi il n'apporte rien à l'équipe? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Des arguments, tout simplement. Donc, pourquoi Xavi est nul? Pour l'instant, j'ai jamais vu d'argument. À chaque fois qu'on m'a dit « Xavi ne doit pas entraîner le Barça, il doit partir parce qu'il est nul ». Mais on m'a jamais donné un argument très intelligent. Certains, peut-être oui, peut-être, ça a dû arriver, mais c'est très très léger. Pour vous dire, je m'en souviens même pas. Donc la plupart, il n'y a pas d'argument, tu vois. Donc si on me donne un argument, pourquoi Xavi, voilà, moi je vous en donne des arguments pourquoi Xavi n'est pas encore un top coach. Et on ne sait pas s'il le deviendra. Mais en attendant, à l'instant T, c'est parce que je vous l'ai dit déjà. Dans un premier temps, il y a un plan A de Xavi. Quand tout se passe bien, en fait, pour Xavi, c'est-à-dire quand tout se passe bien, quand il a toute son équipe, pour faire simple, quand il a tous ses joueurs qui sont en pleine forme, tout va bien. Mais quand il a plus ses joueurs, ça ne va plus. Donc voilà, ça c'est un truc qui manque aussi. T'es censé pouvoir faire quelque chose normalement de tes joueurs, même s'ils sont dégueulasses tes joueurs. T'es censé pouvoir en faire quelque chose. Voilà. Moi après ça me fait rire quand on me dit pourquoi tu défends Xavi, machin, tu remets toujours le tort sur les joueurs. Mais attendez, moi j'ai défendu, comme je l'ai dit, j'ai défendu Busquets, j'ai défendu tout le monde, j'ai défendu Ferran Torres, j'ai défendu Kessié. Pourtant tous ces joueurs-là ils sont dégueulasses, frère. J'ai défendu Rafinha aussi. Eh oui, j'ai défendu Lewandowski quand il se loupait aussi en début de saison, voilà, maintenant, tout le monde lui tombe dessus, et moi je peux lui tomber dessus, mais moi, de base en fait, j'ai laissé la chance, on laisse la chance aux gars, quoi. C'est tout, quand Ferran Torres est arrivé, je me suis dit, il pourra apporter à l'équipe, tu vois. Après, il apportait pas, il faisait des trucs, mais j'essayais de trouver des trucs, tu vois, et essayer de me dire, bon, vas-y, qu'est-ce qui marche pas, on va essayer de défendre un peu les joueurs, tu vois. Là, on m'a critiqué quand j'ai défendu Ferran Torres, mais quand je défends Kessié, ou quand je défends Rafinha, qui sont dans un niveau, frère, je sais même pas s'ils seraient titulaires à Getafe. Et pourtant, voilà, on rigole. Mais là, on me dit rien, par exemple, tu vois. Eh oui, quand je défends Busquets, quand je défends Ferran Torres, là, on va me tomber dessus. Quand je défends Xavi, on va me tomber dessus. Mais quand je défends Kessié, quand je défends Rafinha, qui sont quand même assez mauvais cette saison. Mais comme je l'ai dit, c'est leur première saison, on va attendre. Voilà, je trouve des arguments pour les défendre. Là, on va rien me dire, par contre. Voilà. Réfléchissez là-dessus, les gars, et on se revoit la semaine prochaine. Non, je plaisante. Donc, on va continuer quand même. On va continuer dans la bonne humeur. Aliou Tiano qui nous dit Pablo Torre
il n'est pas espagnol ou quoi. Ça c'est marrant, tu vois, parce que oui, c'est Xavi qui met ses copains espagnols, mais ça dépend les Espagnols, il n'est pas forcément copain avec, parce qu'Ansu Fati il est espagnol, mais c'est pas son copain. Voilà, c'est l'avantage des Espagnols, c'est toujours aussi marrant, j'ai envie de dire. Moi ça me fait marrer. Et on va continuer à se marrer là-dessus, hein. Ça c'est pas un problème avec ça. Ensuite on a 12 Mister G20 qui dit Rafinha vaut pas son prix, tout comme Ferran. Non, exactement, c'est des joueurs, j'en parlais dans mon avant-match en live là, avant le match contre Retafe. Rafinha, c'est un joueur qui a coûté quoi, 60, 65 millions, je sais plus exactement. Ferran Torres, c'est un joueur qui a coûté 50, 55 millions, un truc comme ça. Donc oui, effectivement, c'est des joueurs qui valent pas leur prix, parce que ça, c'est des joueurs de rotation, tout simplement. Rafinha, c'est pas un joueur qui est censé être titulaire dans ton équipe. Enfin, avec ce qu'il montre là, c'est pas, il peut être titulaire à Leeds, y a pas de problème, mais au Barça, voilà, c'est pas pareil. Et Ferran Torres, c'est pareil. Ferran Torres, c'est un joueur de rotation, c'est pas un mec qui est censé, c'est pas censé être un titulaire, tu vois. Voilà, à City, c'est un joueur de rotation, à Valence, c'est un joueur titulaire, voilà, il est titulaire à Valence, mais pas titulaire à City, par exemple. C'est pas un exemple, c'est pas parce qu'il est pas titulaire à City, tu dois pas être titulaire au Barça, mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire. C'est censé être un joueur de rotation, et tu payes pas tes joueurs de rotation 50 millions. Après, quand on voit qu'on a payé 18 millions Braithwaite, on peut se poser beaucoup de questions dans la vie. On peut se poser énormément de questions. Ensuite, on a Keichilo 93 qui dit faut vraiment qu'on règle ces histoires de blessures, sinon la saison prochaine on va en chier. Ouais, il y a moyen, après ces histoires de blessures aussi, je pense que il y a beaucoup de raisons à ça. Après voilà, comme d'habitude, moi comme je vous dis, j'essaie de trouver des explications. On va me dire ouais mais tu défends le gars. Ah désolé. En fait, t'as rien le droit de dire, juste critiquer le gars. Donc, voilà. Bref, il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a déjà le fait que Xavi n'a pas assez fait tourner. Alors, est-ce qu'il n'avait pas confiance en ses joueurs de banc? Ça, c'est possible. Est-ce que les joueurs de banc, visiblement, hein, c'est ce qu'on voit là, n'apportent pas assez? Est-ce qu'on peut pas leur faire vraiment confiance, tu vois? Après, le problème, c'est, quand t'as toute ton équipe, tu peux enlever un ou deux joueurs, tu vois, sans que t'aies un gros manque, logiquement. Là, le problème, c'est que maintenant qu'ils sont tous blessés, t'as 4 joueurs en moins, frère. Et là, c'est différent, forcément. Au lieu d'enlever un joueur pour le faire souffler, t'en as 4 en moins pendant 6 mois, quoi. Pendant, je sais pas combien de temps, 2 mois, 3 mois. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais quand on aura un banc, peut-être avec un mercato un peu plus intéressant, un peu plus avec des profils qui colleront plus, ou des mecs qui apporteront beaucoup plus. Un mec comme Gundogan, par exemple, au milieu, qui est magnifique. Si on arrive à faire venir Gundogan, normalement c'est fait, et Messi par exemple, par le niveau attaque, milieu, déjà on pourra se permettre de faire tourner un peu plus, on pourra se permettre de faire tourner Gavi, on pourra se permettre de faire tourner Pedri, on pourra se permettre de faire tourner Frenkie aussi. On a des mecs comme ça qui pourront apporter. Limite, tu vois, si tu mets Gundogan et Messi sur le banc, ils apportent plus que tes titulaires, logiquement, tu vois. Donc forcément, ça changera beaucoup. Donc si on avait un banc un peu plus qualitatif, on aurait pu faire un peu plus tourner aussi, peut-être. Voilà, après, Xavi, le problème, c'est qu'il a ses joueurs, et voilà, tu dois, normalement, faire participer un peu tout le monde pour qu'ils soient un peu au niveau physique, tu vois, parce que quand t'as besoin d'eux, après, bah, ils sont pas forcément prêts, tu vois. Et encore, on a eu la chance qu'ils se soient pas blessés, parce qu'imagine, les mecs jouent pas pendant les 3 premiers mois de la saison. Puis après, d'un coup, tout le monde se blesse et ils sont obligés de jouer. Ouais, mais ils ont pas de rythme. Imagine, ils se blessent. Tu te retrouves vraiment comme un con. Donc voilà, c'est la gestion de l'effectif de Xavi, elle est pas du tout optimale, ça c'est clair. Peut mieux faire. Hein. Après, la préparation physique, est-ce qu'elle est catastrophique aussi? Est-ce que c'est la Coupe du Monde aussi qui a joué? Je pense que oui aussi, un minimum. Les trêves internationales, on les connaît. À chaque fois qu'il y a une trêve, il y a un blessé. Donc voilà, c'est compliqué toutes ces histoires, mais il faudra vraiment déjà qu'on fasse un mercato, qu'on fasse venir des mecs de qualité vraiment, qu'on puisse avoir une rotation normale sans dégrader énormément la qualité de jeu, tu vois. Déjà, et pour revenir sur Xavi tout à l'heure aussi, quand tu m'as dit tu défends Xavi mais tu mets toujours le tort sur les joueurs, mais ça me fait rire parce que j'ai vu ça la dernière fois sur Twitter, ça ne vient pas de moi, hein. C'était un gars à qui je suis abonné, je crois qu'a mis tout le monde veut que Xavi parte, que soi-disant c'est la faute de Xavi si on joue mal, mais ces mêmes gens-là qui critiquent Xavi disent qu'il faut qu'on change toute l'équipe parce qu'ils sont tous mauvais, tu vois. Faudrait savoir, est-ce que c'est les joueurs ou est-ce que c'est le coach? Parce que si tu changes de coach mais qu'il a les mêmes joueurs, est-ce que c'est bon du coup? Est-ce que si on fait venir ton coach préféré, est-ce qu'on peut garder Marcos Alonso sur le terrain avec Sergio Roberto, tout ça, Kessié, tu vois, sans Pedri, sans Frenkie, sans Christensen, sans Dembélé, je ne sais pas, tu vois. Donc est-ce que c'est la faute du coach ou est-ce que c'est la faute des joueurs? Les gars, je pense que c'est un peu des deux aussi. C'est un peu des deux forcément. Ensuite on a Adama le boss qui dit c'est le classico qui nous a détruit ou les blessés
blessé? Bah c'est un peu des deux, il y a le contre-coup du Classico où on s'est fait humilier à domicile, forcément ça marque un peu les joueurs. Maintenant il y a eu le match d'après contre Girone où tu peux être un peu tapé psychologiquement. Maintenant est-ce que c'est censé durer une plombe? Je sais pas, je suis pas sûr. Moi je serais d'avis de dire que normalement une semaine et demie après tu t'en es remis quoi. Encore voilà, tu joues le Real à domicile, tu te fais laver complet. Et après, tu joues quelques jours après, 4 jours après, tu vois, contre Girone, tu vois, qui est une équipe qui est pas facile non plus, on avait eu du mal contre eux, on le savait, voilà. Donc à la limite, tu peux te dire, voilà, il y a un problème psychologique, on n'est pas bien, c'est le contre-coup du match, tu vois, de la défaite, de l'humiliation, voilà. Maintenant, c'est une semaine et demie après, bon, voilà, après, on le savait, Retafe, je l'avais dit de toute façon, hein, j'avais dit dans mon avant-match, les gars, ça pue le 0-0, il va y avoir 0-0 contre Retafe à 16h, comme ça, un match en plein dimanche après-midi, en plein cagnard, là, en plein soleil, on est bidon, à chaque fois, c'est des matchs dégueulasses à voir, et ça l'a pas loupé, donc voilà, c'était assez prévisible, enfin, moi, je m'y attendais, en tout cas, c'est pas parce que je m'y attendais que j'espérais un match comme ça non plus, hein. Tu peux t'attendre à un match dégueulasse, mais t'es censé gagner ce match quand même, ça veut pas dire que tu t'es censé faire match nul ou le perdre, je dis pas le contraire. Donc est-ce que c'est le Classico ou est-ce que c'est les blessés? C'est un peu des deux, parce que le Classico aussi, on s'est fait laver parce qu'on avait nos absents, les gars. Après il y a des Madrilènes qui viennent se réjouir souvent dans les commentaires, bon, donc ça va faire, si on avait eu notre équipe au complet, je suis pas sûr qu'on aurait perdu 4-0 les gars, franchement pas sûr. Et quand je dis pas sûr, c'est sûr que non, pour moi. Ensuite, on a Diabs76 qui dit pourquoi vouloir prolonger Sergio Roberto et Busquets. Bah, après, c'est pas les mêmes raisons pour les deux, je pense. Sergio Roberto, c'est un gars qui peut t'apporter dans la rotation. On en a déjà parlé, hein, mais bon, je vais me répéter un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu quand je le disais. Mais Roberto, ça reste un joueur que tu payes vraiment pas cher, qui a un prix, qui a un salaire assez dérisoire, et qui peut t'apporter dans la rotation. On l'a vu en début de saison, Roberto, il avait fait des bons matchs. En milieu de saison aussi, Roberto, il faisait des bons matchs. Et là, petit à petit, plus il enchaîne les matchs, plus il est mauvais. Parce que Roberto, ça doit pas être un joueur qui est censé être titulaire à tous tes matchs, tu vois. C'est censé être un mec que tu mets dans la rotation de temps en temps. Donc, d'avoir Roberto, moi, je suis pas contre. Je ne dis pas qu'il est bon, ce gars. Pour moi, c'est toujours pareil. Roberto, c'est un joueur très moyen. Voilà, qui n'est pas censé t'apporter grand-chose. Mais c'est un joueur qui est très polyvalent. Tu peux le mettre en latéral droit, tu peux le mettre au milieu de terrain, tu peux le mettre où tu veux, frère, sur le banc, généralement. Mais tu peux le mettre partout. Et il va faire un taf plutôt moyen, plutôt correct. Voilà. Est-ce que c'est valable au Barça? Est-ce que on doit en être content de ça? Peut-être pas. Mais en attendant, dans la situation dans laquelle on est, financière, qui tu peux avoir comme ça, qui peut jouer le bouche-trou, on va dire, dans ton équipe, avec un salaire aussi bas qu'il a. S'il a un salaire de gamin de 18 ans. Et voilà, tu peux mettre un peu partout. Et mettre dans la rotation, qui acceptera d'être sur le banc, tout ça. Roberto, il a accepté ce bas salaire parce que c'est le Barça, sinon il serait parti. Mais maintenant, c'est pareil, il y en a plein qui disent pourquoi on vend pas Roberto, mais qui veut acheter Roberto, frère? Quel est le club qui veut acheter Roberto? J'aimerais bien savoir. Ensuite, Busquets, c'est un délire de... franchement, je comprends pas trop. Ça doit être un délire de fair play financier, je crois, de ce que j'ai compris, c'était un peu ça, mais il y a aussi le truc de Xavi qui veut qu'il reste. Voilà, après l'info qui était sortie, moi, de ce que j'avais vu, c'est que Xavi voulait que Busquets reste, mais dans un rôle un peu différent, c'est-à-dire pas un rôle principal, qu'il soit pas titulaire à tous les matchs, tu vois. Qu'il soit quand même utile par son expérience, tu vois, voilà. Après, c'était un peu comme Luis Enrique, je dirais, avec Xavi à l'époque. Luis Enrique, Xavi qui voulait partir et tout ça avant sa dernière saison, qui voulait partir. Luis Enrique lui avait dit, reste encore un an s'il te plaît, genre, s'il te plaît, frère, et tu pourras aider l'équipe, tu vois. Et forcément, Xavi, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur d'expérience, voilà. Donc il a apporté à cette équipe qui avait fait le triplé, qui avait gagné la Ligue des Champions avec la MSN, tout ça. Puis après, il était parti, Xavi, voilà, il avait dit, voilà, je reste une saison de plus, t'as voulu que je reste, maintenant je pars, une saison. Mais il était resté pour certaines raisons, mais il était pas titulaire, tu vois. Moi, c'est ça que je veux, tu vois. Si Busquets il reste un an de plus, il y a pas de problème, du moins qu'il est pas titulaire à tous les matchs, tu vois. Il peut très bien être titulaire contre des petites équipes comme ça de temps en temps pour faire tourner, il y a aucun problème. Busquets, ça reste un joueur intelligent, un joueur d'expérience, un joueur qui connaît le foot, qui connaît le Barça, tu vois, qui a de l'expérience, quoi, qui peut apporter aux jeunes tout ça, qui peut encadrer l'équipe, voilà, ça reste un joueur important, donc il n'y a pas de problème. Après, si c'est pour qu'il soit titulaire à tous les matchs, non, évidemment, je suis pas pour. Ensuite, on a Ryu le sang qui dit, tu crois qu'on peut perdre le championnat? J'y crois pas trop. Oui, forcément qu'on peut le perdre, les gars, si on perd tous nos matchs jusqu'à la fin, mais franchement, il reste quoi, 9 matchs, ça fait pas mal de points, évidemment. Quand on dit, putain, t'imagines, tu perds tous les matchs et le Real, il gagne tous leurs matchs, oui, c'est sûr, mais on peut finir 3ème, hein, mathématiquement. Mais franchement, j'y crois
crois pas. Au bout d'un moment, les gars, il y a les blessés qui vont revenir. Alors voilà, là, ça parle du retour de Pedri et Frenkie qui pourraient être titulaires contre l'Atlético Madrid carrément. Alors j'espère que voilà, ça me paraît un peu risqué, mais bon, pourquoi pas. Mais déjà, avoir des mecs comme ça qui reviennent dans ton équipe, ça va forcément faire du bien et on va finir le championnat peut-être un peu mieux, quoi. Je veux dire, parce que là, on est en train de chuter là dans la médiocrité, mais profond. C'est une chute libre là de l'équipe, ça devient compliqué, il va falloir vraiment se réveiller. Le problème c'est que là, il va falloir se réveiller contre l'Atlético Madrid qui sont en forme, tout ça, donc ça va être compliqué. Mais voilà, moi j'y crois forcément au championnat. Encore, je ne vois pas perdre le championnat comme ça, perdre autant d'avance, surtout avec le retour des blessés. Après, si on m'avait dit, genre il y a Dembélé, il reviendra pas, Pedri reviendra pas, Frenkie reviendra pas, on va rester avec cette équipe-là jusqu'à la fin de la saison, je t'aurais dit ouais, ça va être tendu. Ouais. Il y a moyen que ça soit tendu. Après, le retour des blessés va faire du bien. Arun, je sais pas comment on le prononce. Tu crois qu'on a une De Jong Pedri dépendance en termes de jeu, car depuis le Barça joue Elche. Ouais, on a une dépendance Pedri De Jong, ça c'est clair, au milieu de terrain. Le problème c'est que, j'ai pas donné la stat tout à l'heure, c'est les milieux intérieurs. Gavi et Kessié, ils ont fait 11 passes chacun hier dans le match. C'est assez catastrophique. Ils ont touché très peu de ballons. Donc en fait, t'as des milieux intérieurs, des milieux qui sont censés être à la création, qui touchent très peu de ballons. Et quand ils touchent des ballons, bah ils en font pas grand chose non plus, tu vois, y a pas de vitesse, y a rien. Donc forcément, un mec comme Frenkie, un mec comme Pedri, oui, on a cette dépendance, mais c'est assez logique après. On pourrait pas dire que c'est une dépendance, les gars, parce que quand il te manque la moitié de ton équipe, on peut pas dire qu'on est Dembélé, Pedri, De Jong, Christensen dépendant, tu vois. C'est logique. Après, on va me dire Lewandowski aussi, on peut rajouter Lewandowski. Si on dit que Lewandowski ne marque plus, bah s'il marque pas, on gagne pas. Donc on a une Lewandowski dépendance par rapport à ses buts. Donc en fait, on a une dépendance sur tous nos joueurs, tout simplement. C'est assez logique en vrai. Mais oui, on est dépendant des deux au milieu, parce que sans les deux au milieu, on n'a pas cette maîtrise déjà, on n'a pas cette créativité, on n'a pas ces joueurs qui peuvent faire la différence, tu vois, par la passe, par le dribble, par les courses de Frenkie, qui peut casser des lignes avec ses courses, sa percussion. On n'a pas la qualité de passe et la vista de Pedri, forcément ça nous fait du mal. C'est logique, hein, après. Je pense pas qu'on soit... Oui, je pense qu'on est dépendant d'eux, mais c'est comme tous les joueurs, tu vois. Si d'un coup il manque Araujo, on est dépendant d'Araujo pour notre défense. Et c'est pareil pour à peu près tous les joueurs qui sont censés être titulaires, quoi. Ensuite, on a Lionel qui dit à quoi ça sert d'avoir des jeunes sur le banc et de ne pas les utiliser. Xavi, mauvaise gestion, je trouve. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça, hein. Je suis plutôt d'accord avec ça, parce que quand tes milieux n'apportent rien, quand tes titulaires ne t'apportent rien, ben autant tenter autre chose, tout simplement le tout pour le tout, j'ai envie de dire. Ça, c'est un truc aussi peut-être un autre défaut de Xavi, hein. Oui, c'est ma vidéo défaut spéciale Xavi, puisqu'apparemment je le défends tout le temps. C'est le manque de prise de risque dans ses choix de coaching et dans son jeu aussi. Dans son jeu, il demande trop, à mon avis, c'est ce qu'on a vu régulièrement avec beaucoup de joueurs qui disaient que Xavi lui demandait avant tout de ne pas perdre le ballon. Le problème, c'est que si ton coach te demande, la première chose qu'il te demande, c'est joue proprement, surtout ne perds pas de ballon, c'est compliqué, frérot, parce qu'après, t'as des joueurs comme par exemple Baldé, ne perd pas le ballon, il va te faire que des passes en retrait, le type. Que si le coach te dit, il faut que tu tentes, percute, t'essaies d'y aller, de toujours provoquer, toujours aller dans le 1 contre 1, si t'es en 1 contre 1, tu tentes le dribble, bah le gars il va faire quoi? Il va tenter. Si tu lui dis ne perds pas le ballon surtout, il va essayer de faire une passe la plus sécurisée possible et ça va être une passe en retrait tout simplement. Donc ça c'est un autre défaut de la part de Xavi, parce que t'as des mecs comme ça en fait il n'y a aucune prise de risque dans le jeu. Clairement, c'est ce qu'on a vu hier, ce qu'on a vu dans d'autres matchs, hein, dans pas mal d'autres matchs cette saison, c'est qu'il n'y a pas de prise de risque en fait, avec certains joueurs. Après, t'en as d'autres qui prennent des risques tout simplement. C'est des mecs comme Frenkie, on en parlait juste avant, Frenkie, Pedri, ça prend des risques, évidemment. Et encore, Pedri, des fois, il prend pas trop de risques, alors qu'il pourrait aller percuter, dribbler un peu plus. Et des fois, il attend un peu trop, mais par la passe, il tente des passes intéressantes, tout ça, des passes risquées, des passes qui, au final, plus ton jeu est risqué, plus ça veut dire que tu essaies de déstabiliser l'adversaire. Parce que si tu tentes des passes qui sont pas risquées, la plupart du temps, c'est des passes faciles, des passes en retrait, ou des passes à 1 mètre de toi. Genre, il y a un gars qui arrive, qui vient de te demander le ballon dans les pieds, qui arrive à 2 mètres de toi, tu lui fais une passe, ah, j'ai pas perdu le ballon. Ouais, mais ça sert à rien, frère. Ça sert à rien de jouer comme ça. Ça n'apporte rien au football. C'est pas ça le football. Ça, c'est, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du football. Il faut de la prise de risque dans le jeu.
Sinon, ça sert à quoi de jouer au foot, les gars? Ça sert à rien. Si c'est pour se faire une passe à 10, c'est pas du football, ça. C'est pas le football qu'on est censé voir tous les week-ends, ça c'est clair. Donc la prise de risque passe par le jeu, évidemment, et passe par les choix aussi du coach. Si les gars sur le terrain sont pas foutus de prendre des risques ou ont trop peur de je ne sais pas quoi, s'ils loupent une passe, ils vont perdre leur place, bah mets des jeunes, frère. Mets des jeunes qui vont en vouloir, qui vont être motivés, qui vont, je sais pas. Si tu as des mecs comme Garrido, par exemple, ou même Pablo Torre, peut-être. Je connais peut-être plus Garrido que Pablo Torre, mais Garrido, c'est un petit Xavi, c'est un gars dans l'entrejeu qui a beaucoup de sang-froid déjà. Quand tu le vois jouer, il a pas peur d'avoir le ballon. Il a pas peur, on vient lui mettre la pression, il est sans peur, le gars. Il est un peu presque nonchalant, un peu comme Frenchie peut l'être des fois. Donc le mec a du sang-froid déjà, et il ose aussi faire des passes. C'est un gars qui voit le jeu et qui va faire des passes intéressantes, tu vois. Donc pourquoi pas mettre des jeunes, oui. On l'a vu avec Alarcon aussi, qui était rentré une fois et qui avait été le seul gars qui avait fait une frappe cadrée du match. C'est fou de se dire ça. Donc des fois, il vaut mieux mettre des jeunes pour qu'il y ait un peu de folie un peu dans le jeu, tu vois. Ça peut apporter des choses, on sait jamais. Ensuite, on a Daigo qui dit c'est quoi pour toi le gros problème, le plus gros problème du Barça? Bah c'est ce que je viens de dire, je pense, hein, du coup je vais pas me répéter, mais c'est juste pour réaffirmer ce que je viens de dire. Pour moi c'est ça le plus gros problème en ce moment. Bon, mis à part le fait qu'on soit pas du tout efficace, hein, on arrive, Rafinha qui arrive devant le gardien, qui tire sur le poteau, la balle revient sur Baldé par chance, et la cage elle est ouverte, il y a personne. Il tire, il loupe complètement son tir, un frappe écrasé qui tombe sur le poteau aussi. Donc on manque clairement d'efficacité, ça c'est sûr, mais nos attaquants sont pas mis dans les meilleures conditions par nos milieux de terrain, quoi. Est-ce que c'est la faute des milieux de terrain ou est-ce que c'est la faute de Xavi? Je m'en fous. Moi, ce que je dis juste, c'est que le milieu de terrain ne prenne pas assez de risques, comme je viens de dire, en fait. Et sans les prises de risques au milieu de terrain, t'as pas de folie, t'as pas de créativité, t'as rien. T'as des mecs qui font des passes de sécurité autour de la défense pendant 90 minutes et puis en espérant marquer des buts sur des centres ou quoi. Mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon. On doit arriver à percer dans l'entrejeu aussi. Si tu mets des ailiers de base, hein, ça c'est logique. Si, c'est l'intention du coach après, mais voilà. Si l'intention du coach est de mettre des ailiers qui collent la ligne autant, c'est pour écarter la défense. Et si tu veux écarter la défense, c'est pour trouver des brèches au milieu de terrain. C'est logique, juste. C'est logique. Après, ça veut pas dire, c'est pas parce que Xavi veut faire ça et que ça a loupé, que ça veut dire que Xavi ne voulait pas passer par le milieu, qu'il voulait obligatoirement passer par les ailes, tu vois. C'est pas ça forcément l'intention du coach. J'en sais rien en soi. Mais logiquement, si le coach dit, on va faire ce système-là, cette animation, avec des ailiers qui collent la ligne, vraiment, qui écartent la défense adverse, avec des milieux de terrain, des milieux intérieurs assez hauts, tu vois, assez haut sur le terrain, ça veut dire que les milieux intérieurs sont censés un peu apporter aussi vers la surface, essayer de trouver des brèches au milieu de terrain par la passe ou par le dribble, tu vois. Et si les mecs font rien, bah j'en sais rien, soit ça vient de Xavi qui a pas parlé, je sais pas, il fallait qu'il utilise d'autres mots pour que les mecs comprennent, soit les joueurs sont dans un totale absence de prise de risque, j'en sais rien. Mais c'est sûr que ça, pour moi, c'est un des plus gros problèmes. Ensuite, on a Papin qui dit « Je voudrais bien voir Arteta, car Xavi, je comprends pas ses choix. » Bah écoute, Arteta, lui, tout le monde voulait le virer au bout de quelques mois, de 1 an, de 2 ans, quand il était à Arsenal. Donc voilà, il est un peu pareil que Xavi. Ça se trouve, Arteta, s'il change d'équipe et qu'il vient au Barça et qu'il a des mauvais résultats, les gens voudront qu'il dégage aussi, et qu'il voudrait bien voir un autre coach, et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Parce que Arteta, les gars, il fait une excellente saison, on est d'accord, il est premier pour le moment. Pas dit qu'il soit champion non plus, mais c'est pas le même niveau non plus en première ligue. Mais ça fait combien de temps qu'il est à Arsenal? C'est sa 4e saison, non? Je crois. Ensuite, on a Gerbi Mahmoud qui nous dit El juego posicional, dépositionne, est trop lent pour 2023 en fait. Non. Nei, nei, nei. C'est en hollandais, je crois. Non, c'est faux. C'est faux, hein. C'est pas forcément trop lent, non. C'est juste... c'est pas parce que le jeu de position, tu vois, peut paraître lent au Barça que le jeu de position est lent, tu vois. On jouait de la même façon sous Guardiola, pour ceux qui ont vu ces matchs-là, dans les années 2010, tout ça, et le Barça était pas très lent. Tu vois, parce qu'il y avait des accélérations dans le jeu aussi. T'as le jeu de position, et puis après t'as les mecs qui sont censés dynamiter le jeu aussi. Et là, t'as personne qui fait ça. Donc voilà, le jeu est trop lent, bah oui, parce que les mecs se font juste des passes. Mais c'est pas ça vraiment le jeu de position. Enfin, le jeu de position, c'est assez large quand même comme jeu, mais le City, ils jouent comme ça. Le jeu de position, c'est comme ça que joue City. C'est comme ça que joue Arsenal aussi, entre autres. Il y en a plein qui jouent comme ça. Le Bayern aussi jouait comme ça, avec Nagelsmann et sûrement avec Tuchel aussi. Donc voilà, en fait,
quasiment tout le monde maintenant joue comme ça, en fait. C'est juste qu'il y a différentes façons de l'appliquer. Il y a le jeu de position, la philosophie de jeu, et après il y a une certaine façon de l'appliquer. Il y en a plein qui jouent avec le jeu de position, mais qui l'appliquent pas du tout de la même façon que peut le faire Xavi, ou même Guardiola. Tout simplement. Parce que Guardiola, quand il a il a pas ramené le jeu de position au Barça, parce qu'il y était avant et tout ça, mais je veux dire, il a ramené beaucoup plus de choses, disons, appliquées d'une façon différente. Et quand il y a Guardiola qui a joué comme ça avec le Barça, c'est devenu à la mode chez beaucoup d'équipes. Et tout le monde a essayé de jouer comme ça. Tout le monde a essayé de copier Guardiola, voilà, et tout le monde le Guardiola, il a changé le football moderne aussi. Les anti-Guardiola pleureront en entendant ça, mais en vrai, c'est le cas. Guardiola, il a changé le football moderne parce que maintenant tout le monde veut jouer comme ça. Tout le monde a voulu jouer comme ça. Tout le monde a voulu ressortir le ballon. Tout le monde veut des gardiens qui sachent jouer au pied maintenant aussi pour relancer court, pour savoir relancer parce qu'ils savent que c'est important. Tout le monde, enfin, il y en a plein. Quand il a remis Messi en faux neuf, après c'était devenu la mode du faux neuf. Ah oui, parce qu'en fait c'est bien aussi de jouer en faux neuf. C'est toujours pareil. Après, les milieux défensifs, il y a un bon petit moment, c'était pas forcément des milieux défensifs comme Busquets. Mais après, quand il y a eu Busquets en milieu défensif là, sous l'ère Guardiola au Barça, d'un coup t'as tous les mecs qui ont voulu des milieux défensifs qui savaient jouer au football, on va dire. Qui sont pas juste des casseurs de jambes, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Donc est-ce que le jeu de position est fini en 2023? Absolument pas. City et Arsenal, qui sont premiers et deuxièmes de leur championnat, peuvent en témoigner, je pense. Pour finir, Yanis qui nous dit que Rafinha haut niveau. Je sais pas. Je sais pas si on peut dire que Rafinha était au niveau vraiment. Parce que vu le niveau, là, la tronche du niveau, à quel niveau? De Retafe, tu veux dire, ou au niveau du Barça? C'est ça la question. Parce que voilà, bon, on va finir sur cette petite blagounette. On va finir en totale détente. Je vais pas être trop négatif et tout ça avec Rafinha, mais il y avait personne qui était au niveau. Non, Rafinha, c'est pas parce que Rafinha a plus tenté et qu'il a fait un tir sur le poteau qu'il était vraiment au niveau. À ce moment-là, Lewandowski a fait un tir aussi de la tête et qui a été arrêté par le gardien, il a été au niveau aussi. Non, c'est pas fou. À ce moment-là, le niveau est assez catastrophique, je pense, on peut dire. Mais voilà, après que Rafinha, par contre, soit mécontent qu'il sorte et tout ça, il va falloir se poser des questions, frérot, parce que c'est comme Ansu Fati qui est pas content parce qu'il joue pas, quoi. À ce moment-là, frère, surtout que Rafinha, les mecs sont quand même... Ça m'a fait un peu rire. Ceux qui se plaignent que Rafinha, il est sorti, et même Rafinha qui se plaint d'être sorti, il est sorti à la 87e, le type, à 3 minutes de la fin du match. On va pas pleurer là-dessus non plus. Genre, je veux dire, le mec, limite, il sort à 30 secondes de la fin, il va chialer. Pourquoi, frère, t'allais marquer? Fallait le faire avant. Si tu pensais pouvoir marquer, fallait le faire avant. Enfin, ça nous aurait tous arrangé, je pense. On va pas non plus commencer à se plaindre parce que les mecs sortent à 3 minutes de la fin d'un match. Ça me paraît quand même assez marrant, je pense. C'est ridicule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que demain, je sortirai peut-être une vidéo sur la Porta, là. Il y a sûrement d'autres collègues, confrères YouTube qui vont le faire avant moi. Mais voilà, peut-être que je sortirai une petite vidéo sur la Porta avec ces déclarations et tout ça qui ont fait des grosses déclarations sur le Real, sur tout ce qui se passe et tout avec l'affaire Negreira. Donc voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.